Une lumière retrouvée. Ses mains bougeaient avec tant d'assurance sur ma peau mouillée, frottant chaque zone avec une pression qui me faisait trembler. Je fermais les yeux pendant qu'il travaillait, sentant ses doigts experts trouver chaque point de tension. La vapeur remplissait la petite pièce, et je pouvais sentir sa respiration proche, si proche que j'ai, un instant, oublié où j'étais. Oublier tout, sauf cette sensation de ses mains sur moi, fermes et attentionnées à la fois. Quand il eut fini de frotter, il essora l'excès avec un mouvement si décidé que cela me fit halter. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit si intense, si personnel. Je m'appelle Clara, j'ai 24 ans, et je vis dans un petit village de Provence, à 2 heures de Marseille. Je suis arrivée ici il y a 8 mois, fuyant une vie qui m'avait presque anéantie. Mon ex-petit ami, Guillaume, était le genre d'homme que tout le monde admirait en public. Charismatique, brillant, toujours le mot juste. Mais en privé, c'était mon pire cauchemar. Il a commencé par contrôler mes vêtements, puis mes amitiés, ensuite mes horaires. Quand j'essayais de résister, ses paroles se transformaient en cris, et ses cris en quelque chose de pire. La dernière nuit que j'ai passée avec lui, j'ai fini aux urgences avec 3 côtes fracturées. J'ai dit au médecin que j'étais tombée dans l'escalier. Personne ne m'a cru, mais personne n'a posé plus de questions non plus. Après cette nuit-là, je n'ai pris que ce qui tenait dans une valise et j'ai disparu. Je n'ai dit à personne où j'allais, pas même à ma mère. J'ai simplement choisi ce village sur la carte parce qu'il était loin et que personne ne me connaissait ici. J'ai trouvé un poste à la médiathèque municipale, un endroit calme où je pouvais me cacher parmi les livres et reconstruire les morceaux de celle que j'étais avant Guillaume. J'ai loué une vieille maison en pierre dans les faubourgs, une bastide aux murs épais qui me donnait un sentiment de protection, comme si rien du monde extérieur ne pouvait m'atteindre. Les premiers mois furent solitaires, mais nécessaires. J'ai appris à dormir sans sursauter, à cuisiner juste pour moi, à prendre des décisions sans craindre les conséquences. Les gens du village étaient gentils, mais respectueux de mon espace. Je crois qu'ils remarquaient que j'avais besoin de distance, qu'il y avait quelque chose de brisé en moi qui était encore en train de guérir. Le problème avec ma petite maison, c'était l'installation électrique. Les lumières clignotaient constamment, certaines prises ne fonctionnaient pas, et d'autres faisaient un bruit étrange qui me rendait nerveuse. Pendant des semaines, je l'ai ignoré, utilisant des bougies quand il le fallait, débranchant tout avant de dormir par peur d'un incendie. Mais une nuit d'orage, tout le système s'est éteint et n'a jamais redémarré. Je me suis retrouvée dans le noir complet, et la panique que j'ai ressentie m'a transportée directement à ces nuits avec Guillaume, quand il coupait la lumière pour m'effrayer avant d'entrer dans la chambre. Ce matin-là, ma voisine, Madame Dubois, a frappé à ma porte avec un thermos de café et le nom d'un électricien écrit sur un bout de papier. « Antoine est le meilleur du village », m'a-t-elle dit avec cette assurance qu'ont les vieilles dames quand elles savent exactement ce dont vous avez besoin. Il est sérieux, honnête et respectueux. Mon défunt mari le connaissait depuis qu'il était gamin. J'ai pris le papier, les mains tremblantes. L'idée de laisser un homme inconnu entrer chez moi me terrifiait, mais l'alternative était de continuer à vivre dans le noir, et j'avais passé suffisamment de temps dans l'obscurité. J'ai appelé Antoine l'après-midi même. Sa voix au téléphone était grave, mais aimable, sans précipitation, sans ce ton qu'utilisaient les hommes comme Guillaume quand ils voulaient quelque chose. Il m'a dit qu'il pouvait venir le lendemain matin si cela m'arrangeait et qu'il ferait d'abord une inspection pour me donner un devis avant de toucher à un seul fil. J'ai aimé qu'il demande, qu'il ne présume pas avoir le droit d'entrer simplement parce que j'avais besoin d'aide. Quand Antoine est arrivé le lendemain, la première chose que j'ai remarquée, c'est qu'il a frappé à la porte et attendu. Il n'a pas essayé de regarder par les fenêtres. Il n'a pas frappé plusieurs fois avec impatience. Il a juste frappé une fois et a attendu que je décide d'ouvrir. Il était grand, avec des mains larges et calleuses, de celles de quelqu'un qui travaille de ses mains toute sa vie. Mais ses yeux noisettes étaient doux, presque timides. Il portait sa boîte à outils d'une main et une casquette de rugby qu'il a immédiatement retirée en entrant. « Bonjour, mademoiselle Clara », a-t-il dit, sans essayer de me serrer la main, comme s'il devinait que j'avais besoin d'espace. « Je vais inspecter votre installation électrique. Je peux vous expliquer chaque chose que je vais faire avant de la faire, si cela vous met plus à l'aise. »
Je ne sais pas quelle expression mon visage affichait, mais quelque chose l'a poussé à parler ainsi, avec cette prudence que seules ont les personnes qui comprennent la peur. Je lui ai fait visiter la maison, en gardant toujours une distance de sécurité, lui expliquant chaque problème que j'avais remarqué. Antoine écoutait attentivement, prenait des notes dans un carnet usé et posait des questions précises. Les pannes ont-elles commencé après un orage? Avez-vous déjà senti une odeur de brûlé? Les courts-circuits se produisent-ils toujours dans la même pièce? En répondant, je me suis rendu compte que c'était la première fois depuis des années que je parlais à un homme sans sentir ce nœud à l'estomac, sans calculer chaque mot pour éviter une réaction violente. Antoine a commencé l'inspection par la buanderie, où se trouvait le panneau électrique principal. Il travaillait avec une concentration silencieuse, marmonnant pour lui-même tout en examinant chaque câble, chaque connexion. De temps en temps, il m'expliquait ce qu'il trouvait. Ce fil est dénudé, c'est dangereux. Cette connexion est lâche. Ce fusible est très vieux, il date des années 80. Sa voix ne montait jamais, il ne montrait jamais de frustration ou d'impatience. Il a découvert que toute l'installation électrique était vétuste et dangereuse, un travail mal fait des décennies auparavant, qui avait été rafistolé encore et encore sans résoudre le problème de fond. Vous avez besoin d'un remplacement complet, m'a-t-il dit en me montrant des photos sur son téléphone de fils fondus et de connexions brûlées. Ce n'est pas seulement une question de confort, c'est une question de sécurité. Cette maison pourrait prendre feu à tout moment. La peur a dû se lire sur mon visage, car il a immédiatement ajouté, mais ne vous inquiétez pas, il y a une solution. Je vais faire un devis juste, et je peux travailler par étapes si l'argent est un problème. J'ai accepté le travail complet. Quelque chose en moi savait que je devais réparer cela, que je ne pouvais pas continuer à vivre dans la peur, même la peur d'un incendie. Antoine m'a dit que cela prendrait environ une semaine, travaillant de 9h du matin à 17h, et qu'il essaierait de causer le moins de désordre possible. Il a tenu chacune de ses promesses. Pendant cette semaine, Antoine est devenu une présence constante, mais non envahissante, dans ma maison. Il arrivait toujours à l'heure précise, frappait à la porte et attendait. Il commençait à travailler seulement après que je lui avais donné la permission. Il apportait son propre thermos de café et son déjeuner pour ne pas me déranger, et chaque soir, avant de partir, il me montrait exactement ce qu'il avait fait ce jour-là, m'expliquant avec une patience infinie chaque détail technique jusqu'à ce que je comprenne. Ce qui m'a le plus surprise, c'était sa façon de se déplacer dans mon espace. Guillaume avait l'habitude d'occuper n'importe quel endroit comme si c'était le sien, laissant traîner ses affaires, envahissant chaque recoin. Antoine faisait l'inverse. Il demandait la permission de déplacer un meuble, demandait s'il pouvait utiliser la salle de bain, gardait tous ses outils organisés en un seul endroit. C'était comme s'il comprenait, sans que j'aie besoin de le dire, que mon espace était sacré, que chaque centimètre de cette maison représentait ma liberté fraîchement conquise. Le 3e jour de travail, pendant qu'Antoine installait de nouveaux câbles dans le plafond du salon, nous avons commencé à parler au-delà du strict professionnel. Il m'a raconté qu'il avait appris le métier de son grand-père, qu'il avait étudié l'ingénierie électrique à l'université, mais était revenu au village quand son grand-père était tombé malade. Tout le monde me disait que je gâchais mon éducation, m'a-t-il dit en ajustant un câble. Mais je crois qu'utiliser ce qu'on sait pour aider sa communauté n'est jamais un gâchis. Je lui ai demandé pourquoi il n'avait jamais quitté le village, pourquoi il ne cherchait pas de plus grandes opportunités à Paris ou Lyon. Antoine est resté silencieux un moment, concentré sur son travail, avant de répondre « J'ai eu une relation il y a quelques années. Elle voulait qu'on déménage dans la capitale, qu'on court après une vie plus grande. Mais je suis heureux ici, connaissant chaque personne par son nom, faisant un travail qui compte. Elle est partie, et je suis resté. Parfois, choisir la paix plutôt que l'ambition est la décision la plus courageuse. » Ces mots m'ont frappé avec une vérité à laquelle je ne m'attendais pas. Toute ma vie, j'avais cru que fuir et me cacher était de la lâcheté, qu'une femme forte serait restée et aurait affronté Guillaume. Mais en écoutant Antoine parler du choix conscient d'une vie plus petite, mais plus authentique, j'ai compris que j'avais été courageuse de partir, que choisir ma sécurité plutôt que l'image que les autres avaient de ma relation était un acte de bravoure. Le 4e jour, Antoine travaillait dans la salle de bain, l'endroit le plus petit et claustrophobe de la maison. Il devait remplacer toute l'installation derrière le carrelage, ce qui signifiait casser une partie du mur, puis le réparer.
Il m'a averti qu'il y aurait beaucoup de poussière et de bruit, et il m'a proposé de travailler plus tard ce jour-là pour finir rapidement et ne pas avoir à revenir dans la salle de bain. J'ai accepté, mais je n'avais pas anticipé à quel point je me sentirais vulnérable d'avoir un homme dans ma salle de bain pendant des heures. En milieu d'après-midi, j'ai décidé de prendre une douche chez Madame Dubois, comme elle me l'avait proposé. Quand je suis revenue, Antoine travaillait toujours, couvert de poussière blanche, transpirant à cause de la chaleur confinée de la petite salle de bain. Il avait terminé la partie électrique et réparait maintenant le mur avec du ciment, lissant la surface avec des gestes experts. Je suis restée à la porte à l'observer travailler. Il y avait quelque chose d'hypnotique dans la façon dont ses mains transformaient le désordre en ordre, dans la façon dont quelque chose de cassé redevenait fonctionnel sous ses soins. Antoine a remarqué ma présence et a souri, essuyant la sueur de son front et y laissant une marque blanche de ciment. « J'ai presque fini », a-t-il dit. « J'ai juste besoin de poncer un peu et d'appliquer une couche d'imperméabilisant avant que vous puissiez réutiliser la douche. » Il s'est levé du sol avec une plainte, étirant son dos après des heures passées accroupi dans cet espace réduit. C'est alors que c'est arrivé. Antoine est sorti de la salle de bain, portant un seau d'eau sale et de mélange de ciment. Juste au moment de franchir le seuil, sa botte a glissé sur le sol mouillé qu'il avait lui-même créé en nettoyant. Le seau a dangereusement penché, et, par réflexe, Antoine a tenté de le stabiliser, mais l'élan l'a fait chanceler en avant. J'étais exactement sur son chemin. Ce qui s'est passé ensuite fut purement instinctif. Antoine, voyant qu'il allait me heurter avec le seau plein, l'a lancé sur le côté pour me protéger. L'eau et le mélange se sont répandus sur tout le sol dans une vague grise et épaisse. En même temps, Antoine a essayé de s'agripper au mur pour ne pas tomber sur moi, mais sa main mouillée n'a trouvé aucune prise. Il a complètement perdu l'équilibre, et son corps grand et lourd est tombé en avant. À cet instant, mon corps a réagi avant mon esprit. J'ai vu un grand homme venir vers moi, hors de contrôle, et chaque muscle s'est tendu, attendant l'impact, la douleur, la violence que mon corps avait appris à anticiper. Guillaume m'avait poussé contre des murs tant de fois que mon corps gardait la mémoire de la terreur, du coup inévitable. Mais Antoine a fait quelque chose qui m'a laissé paralysé. Au lieu d'utiliser mon corps pour amortir sa chute, au lieu de m'attraper pour se stabiliser, il a tourné son corps en l'air, s'éloignant de moi. Il est tombé sur le côté, contre le mur opposé, avec un bruit sourd qui m'a fait halter, a rebondi, et a fini au sol, complètement recouvert d'eau sale et de mélange de ciment. Il s'était blessé délibérément pour ne pas me blesser. Le silence qui a suivi fut assourdissant. Antoine était étendu sur le sol trempé, respirant bruyamment, avec une expression de douleur sur son visage. J'étais contre le mur, tremblante, avec des larmes coulant sur mes joues, sans savoir exactement pourquoi je pleurais. « Clara » a dit Antoine d'une voix rauque, sans essayer de se lever. « Tu vas bien ? Je ne t'ai pas blessé ?» Même là, étendu sur le sol mouillé et probablement blessé, sa première préoccupation était moi. Je n'ai pas pu répondre. Les larmes se sont transformées en sanglots, et soudain, je pleurais des années de peur, de violence contenue, de chaque fois qu'un homme avait utilisé sa force contre moi. Antoine est resté au sol, immobile, me donnant l'espace pour m'effondrer. « Je ne te toucherai pas », a-t-il dit doucement. « Je ne te ferai pas de mal. Respire. Tu es en sécurité. » Sa voix était si ferme, si assurée, que quelque chose en moi l'a cru. Après ce qui m'a semblé une éternité, j'ai réussi à parler. « Tu t'es fait mal pour ne pas tomber sur moi », ai-je dit entre deux sanglots. « Tu t'es jeté contre le mur ?» Antoine a hoché la tête lentement, toujours sans bouger du sol. « Bien sûr que je l'ai fait. Je pèse presque 90 kilos. Si je t'étais tombé dessus, j'aurais pu te blesser gravement. » Il a marqué une pause, me regardant avec ses yeux doux. « Je ne ferai jamais de mal à une femme, Clara. Jamais. Et encore moins à toi. » Quelque chose dans ces mots, dans la façon dont il les a dit, comme s'ils étaient la vérité la plus évidente du monde, a brisé quelque chose en moi. J'ai glissé le long du mur jusqu'à m'asseoir sur le sol, à plusieurs mètres de lui, tremblante toujours, mais plus de peur. Antoine s'est relevé lentement, se touchant les côtes avec une grimace de douleur. « Je crois que je vais avoir un bon bleu », a-t-il dit avec un petit sourire, essayant d'alléger le moment.
Mais j'ai survécu à pire. Les électriciens tombent plus souvent qu'ils ne l'admettent. Il s'est remis debout avec précaution, gardant toujours la distance. Je vais nettoyer ce désordre, et ensuite je m'en vais, d'accord ? Je crois que c'est assez d'émotion pour aujourd'hui. Non, ai-je dit en retrouvant ma voix. Ne pars pas tout de suite. Antoine s'est arrêté, attendant. Je dois te raconter quelque chose. Je dois t'expliquer pourquoi j'ai réagi comme ça. Et alors, pour la première fois depuis que j'étais arrivé dans ce village, j'ai raconté la vérité complète à quelqu'un. Je lui ai parlé de Guillaume, des années de contrôle et de violence, des côtes cassées, de ma fuite au milieu de la nuit. Antoine a écouté sans interrompre, sans juger, sans offrir de solutions simples ou de phrases toutes faites sur la force. Il a simplement écouté, et quand j'ai eu fini, il a dit quelque chose que je n'oublierai jamais: merci de m'avoir fait confiance pour me raconter ça. Et je veux que tu saches que ta réaction est complètement normale. Ton corps te protège, faisant ce qu'il a appris être nécessaire pour survivre. Tu n'as pas à t'excuser pour ça, jamais. Il a essuyé ses mains sur son pantalon déjà ruiné. Et je veux aussi que tu saches que tous les hommes ne sont pas comme lui. Certains d'entre nous comprennent que la force est faite pour construire, pas pour détruire, pour protéger, pas pour blesser. Antoine a fini de nettoyer le désordre en silence, et je suis restée assise par terre à le regarder travailler. Il y avait quelque chose de profondément guérisseur à observer cet homme utiliser ses grandes mains fortes pour réparer au lieu de casser, pour nettoyer au lieu de salir. Quand il a eu fini, il a pris congé avec un sourire doux et m'a dit qu'il reviendrait le lendemain si je voulais toujours qu'il termine le travail. Cette nuit-là, je n'ai presque pas dormi. J'ai revécu l'instant de l'accident encore et encore, mais maintenant, je pouvais voir clairement ce qui s'était passé. Antoine avait eu toute la puissance à ce moment-là, tout le poids, toute la force, et il avait choisi de se blesser lui-même plutôt que de me blesser. C'était l'acte le plus opposé à tout ce que Guillaume représentait. C'était la preuve qu'il existait des hommes qui utilisaient leur force pour protéger et non pour dominer. Les 2 derniers jours de travail se sont déroulés dans une atmosphère différente. Il y avait toujours du respect et du professionnalisme, mais il y avait aussi, désormais, une connexion plus profonde, une compréhension mutuelle. Antoine me racontait des histoires de son grand-père, comment le vieil électricien lui avait enseigné que réparer l'installation électrique de quelqu'un était un acte de confiance sacré. Tu entres chez eux, tu vois comment ils vivent. Tu touches au système qui leur donne la lumière et la sécurité. C'est une responsabilité énorme, disait-il en connectant le dernier câble. Je lui parlais de mes projets de rester au village, de la façon dont la médiathèque était devenue mon refuge, des enfants qui venaient lire chaque après-midi et comment leur rire me rappelait que la vie pouvait être innocente et joyeuse. Antoine écoutait avec une attention sincère, posant des questions qui montraient qu'il se souciait réellement de me connaître, pas seulement comme sa cliente, mais comme personne. Le dernier jour, Antoine a fait l'inspection finale de tout le travail. Il est passé pièce par pièce, testant chaque interrupteur, chaque prise, m'expliquant le nouveau système et me donnant des conseils d'entretien. Quand nous sommes arrivés à la salle de bain, il s'est arrêté à la porte. C'est là que ça s'est passé, a-t-il dit avec un petit sourire, où j'ai frotté très fort le ciment, et je me suis mis à terre. Il a utilisé exactement mes mots, et nous avons tous les 2 ri, un rire qui libérait la tension de ces jours. Mais je crois que c'est aussi là que tu as vraiment commencé à guérir, Clara, où tu as vu que tous les hommes ne sont pas une menace. Il avait raison. Ce moment, aussi terrifiant fut-il, avait été un point de rupture. Voir Antoine choisir de se blesser plutôt que de me blesser avait reprogrammé quelque chose dans mon cerveau traumatisé. Il m'avait montré que la force masculine n'était pas intrinsèquement violente, que les grandes mains pouvaient être douces, qu'un homme puissant pouvait choisir la vulnérabilité. Le travail est terminé, a dit Antoine en enroulant son dernier câble. Toute l'installation est neuve, sûre, et conforme à toutes les normes. Tu n'auras pas de problème pendant des années. Il a marqué une pause, me regardant avec quelque chose dans les yeux que je n'avais pas vu auparavant. Mais si un jour tu as un problème, électrique ou autre, tu peux m'appeler. J'aimerais penser que nous sommes amis maintenant. J'aimerais ça aussi, ai-je répondu, et je le pensais sincèrement. Pour la première fois depuis Guillaume, l'idée d'avoir un homme dans ma vie, même juste comme ami, ne me terrifiait plus.
Je me sentais prête à commencer à reconstruire ma capacité à faire confiance. Antoine est parti ce jour-là, en laissant ma maison pleine de lumière, au sens propre comme au sens figuré. Chaque interrupteur fonctionnait, chaque lampe brillait sans clignoter, et je pouvais dormir en sachant qu'il n'y aurait ni court-circuit ni incendie. Mais plus important encore, il est parti en me laissant quelque chose de plus précieux, la certitude que tous les hommes n'étaient pas comme Guillaume, qu'il existait la bonté, la patience, le respect. Dans les semaines qui ont suivi, Antoine et moi avons commencé à nous voir occasionnellement. Il passait à la médiathèque pour rendre des livres et restait discuter, ou je le croisais au marché du village le samedi matin, et nous prenions un café ensemble. Ce n'était pas de la romance, pas encore, mais c'était quelque chose d'important. C'était une amitié construite sur le respect mutuel et l'honnêteté. Madame Dubois, avec cette sagesse qu'ont les grands-mères du monde, m'a dit un jour, « Cet Antoine est un brave homme, ma petite, de ceux qui restent peu, de ceux qui aident à réparer les choses cassées, et pas seulement avec des câbles et du ciment. Certains aident aussi à réparer les cœurs. » Elle avait raison, comme toujours. 5 mois se sont écoulés depuis l'accident dans la salle de bain, depuis cet instant où l'eau a coulé fort et où Antoine s'est mis à terre pour me protéger. Ce qui a commencé comme un simple travail d'électricité s'est transformé en le début de ma véritable guérison. Non pas parce qu'Antoine m'a sauvée, ce serait trop simplifier les choses, mais parce qu'il m'a prouvé que j'étais assez forte pour laisser entrer quelqu'un de nouveau, pour faire confiance à nouveau, pour croire que je méritais d'être traitée avec douceur. Il y a 2 semaines, Antoine m'a invité à dîner chez lui. Il a cuisiné lui-même un bœuf bourguignon qu'il avait appris de sa grand-mère, et nous avons mangé dans son jardin, sous un ciel rempli d'étoiles. Il ne s'est rien passé de plus que de la conversation et des rires. Mais quand il m'a pris la main pour me dire au revoir, je ne l'ai pas retiré. J'ai laissé ses doigts calleux s'entrelacer avec les miens, et, pour la première fois depuis des années, le contact d'un homme ne m'a pas donné la peur, mais de la chaleur. Je ne sais pas ce que nous serons, Antoine et moi, à l'avenir. Peut-être plus que des amis, peut-être pas. Mais ce que je sais, c'est qu'il m'a enseigné une leçon qu'aucun thérapeute ou livre de développement personnel n'aurait pu m'enseigner. Guérir ne signifie pas oublier ou cesser d'avoir peur. Cela signifie apprendre à reconnaître quand la peur est justifiée et quand elle ne l'est pas. Cela signifie donner aux bonnes personnes l'opportunité de te prouver qu'elles ne sont pas comme celles qui t'ont blessé. Ma maison n'a plus de câbles dangereux ni de lumière qui clignotent de manière menaçante dans le noir. Tout est neuf, sûr, fonctionnel, et, d'une certaine manière, moi aussi. Je continue d'avoir des moments difficiles, des jours où le bruit d'une porte qui claque me fait sursauter ou l'ombre d'un grand homme me fait reculer instinctivement. Mais maintenant, j'ai aussi des moments de paix, de rire, de connexion sincère. Antoine m'a dit quelque chose il y a quelques jours qui résume parfaitement ce que ce processus a signifié. Réparer une installation électrique, c'est trouver où se trouve le court-circuit, le point où les connexions se croisent mal et causent des dégâts. Ensuite, il faut séparer ces câbles, les isoler correctement, et créer de nouvelles connexions qui permettent à l'énergie de circuler en toute sécurité. Je crois que guérir un traumatisme, c'est un peu pareil, non? Il a raison, bien sûr, et je suis dans ce processus maintenant, créer de nouvelles connexions, permettre à l'énergie de circuler à nouveau dans ma vie. Je ne vis plus dans le noir, ni littéralement, ni au sens figuré. J'ai de la lumière chez moi, de la lumière dans mon cœur, et, le plus important, j'ai de l'espoir. Si je veux que tu comprennes quelque chose de mon histoire, c'est ceci, fuir une situation abusive n'est pas la fin, c'est le commencement. C'est le premier pas sur un chemin long et difficile pour récupérer ta vie, ton identité, ta capacité à faire confiance et à aimer. Et sur ce chemin, parfois, apparaissent des gens qui te rappellent pourquoi cela vaut la peine de guérir. Des gens qui te prouvent, par des actions, pas des paroles, que tu mérites d'être traité avec dignité et respect. Antoine ne m'a pas sauvé. Je me suis sauvé moi-même le jour où j'ai pris cette valise et quitté Guillaume. Mais Antoine m'a aidé à voir que me sauver moi-même ne signifiait pas vivre seul et effrayé pour toujours. Il m'a aidé à comprendre que je pouvais être forte et vulnérable à la fois, que je pouvais prendre soin de moi et aussi laisser les autres prendre soin de moi. Aujourd'hui, quand j'allume les lumières de ma maison, je ne vois pas seulement la fonctionnalité d'un système électrique bien fait. Je vois le symbole d'une transformation plus profonde. Je vois les mains attentionnées qui ont installé chaque câble en pensant à ma sécurité.
Je vois l'instant où un homme a choisi de se blesser plutôt que de me blesser, et je vois mon propre courage en permettant à tout cela d'arriver, en ouvrant la porte de ma maison et de mon cœur, même si j'avais peur. Le village est toujours petit, tranquille, le refuge dont j'avais besoin. Mais je ne me sens plus caché ici. Je me sens chez moi. Et quand Antoine passe à la médiathèque ou me croise au marché, je ne baisse plus les yeux ni ne cherche d'échappatoire. Je le salue avec un sourire sincère. Parfois même, j'entame la conversation. La vie après le traumatisme n'est pas parfaite. Ce n'est pas un conte de fées où tout s'arrange parce qu'on rencontre la bonne personne. Mais elle peut être bonne, elle peut être pleine d'espoir, elle peut être remplie de petits moments de connexion qui te rappellent que tu as bien choisi en choisissant de vivre, que tu as bien choisi en choisissant de guérir. Et si tu traverses quelque chose de similaire, si tu es dans cet endroit sombre où j'étais, je veux que tu saches ceci, il y a une issue. Il y a de la lumière de l'autre côté. Il y a des gens bien qui attendent de te prouver que le monde n'est pas fait que de violence et de contrôle. Mais d'abord, tu dois faire le pas le plus difficile, celui que j'ai fait il y a 8 mois, avec une valise à la main et le cœur brisé. Tu dois te choisir toi-même. Tu dois te sauver toi-même. Et après, si tu as de la chance, quelqu'un comme Antoine apparaîtra. Non pas pour te compléter ou te secourir, mais pour te rappeler que, maintenant que tu as retrouvé ta lumière, tu mérites de la partager avec des personnes qui la valorisent, qui la protègent, qui n'essaieront jamais de l'éteindre. Mon nom est Clara. J'ai 24 ans, et voici mon histoire, celle de comment, le jour où un électricien a frotté très fort le ciment et s'est mis à terre pour ne pas me blesser, j'ai réellement commencé à croire que je méritais une vie sans peur, une vie avec de la lumière.